Bonjour. Alors nous sommes en automne, il pleut plus ou moins. Voici la 8e série des conversations qui deviennent de plus en plus d'ailleurs les conversations du Nouveau Conservateur. Vous allez voir pourquoi. Le Nouveau Conservateur, c'est cette revue que j'ai lancée avec quelques amis voici un an et qui donne la parole à tous les conservateurs de tout poil. Bien, voici quelques semaines, Jean-Marie Le Pen, chez qui nous sommes ici à Montretout, a eu quelques mots de miel pour cette revue, disant qu'elle signalait encore quelques réactions. Elle montrait que le cadavre de la France bougeait encore et pouvait renaître. Mots très aimables qui valent bien une visite. Nous allons donc poursuivre nos conversations avec et chez Jean-Marie Le Pen, avec lequel je n'ai pas toujours été d'accord, loin s'en faut, mais dont le personnage me paraît, à mesure que je le connais mieux, de plus en plus intéressant. Alors, voici donc des conversations. Je précise, pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'une conversation, ce n'est pas un interview. Ce sont des conversations entre deux personnes qui sont convenues de parler très librement. Nous n'allons pas beaucoup parler politique, vous allez voir. Et nous allons nous couper, comme on le fait dans des conversations, c'est dans la règle. Voici donc des conversations avec Jean-Marie Le Pen. Inutile de le présenter, tout le monde le connaît. Ou tout au moins, pas grand monde le connaît. Et je crois d'ailleurs qu'il est temps de bien le connaître. A tout de suite, nous entrons chez lui. Voilà. Toc toc. Monsieur le Président. Bonjour cher ami, vous allez bien? Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je me porte, je survis. Je vous trouve en méditation. À quoi pensiez-vous quand nous arrivions? Homo natus demulierre brevi vivens tempore. L'homme né de la femme vit brièvement. Et comme je m'approche, moi, de mes fins, que je souhaite les plus lointaines possibles, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que le dernier que je connaissais a atteint 101 ans. Bah, écoutez, vous approchez de votre 94e année. Voilà. Oui. Ben voilà. Là, pour commencer, vous approchez de l'âge de 94 ans. Je n'y attendais pas. Je dois dire que je pensais dans ma vie que je mourrais aux alentours de la fin du siècle. Et ben voilà. Eh ben non, j'ai eu un répit. Lequel siècle? Et dont je profite au maximum. Mais dites-moi, ça vous arrive souvent de parler latin aux gens comme ça? Non, ça me revient de temps en temps comme ça parce que j'ai eu la chance de faire des études qui comportaient le latin et le grec. C'était la formation classique, disons, de l'avant-guerre qui a perduré 30, oui, quelques années et qui a été balayée dans les années 50. Le grec aussi? Comment? Le grec aussi? Le grec, oui, aussi, oui, oui. On m'a raconté que ça vous avait été utile en Grèce parce que vous comprenez le grec contemporain aussi. Oui, oui, c'est à peu près le même quand même, hein, grosso modo. Et je recommande, parce que c'est un des livres de Brasillac qui est très inconnu, son anthologie de la poésie grecque. Et on y apprend beaucoup de choses parce que d'abord, d'un côté, il y a le texte grec qui est incompréhensible à la plupart des gens, mais de l'autre côté, il y a la traduction poétique de Brasillac. Mais vous lisez le grec? Oui, je le lis, oui. Oui. C'est pas donné à tout le monde. J'ai même fait un jour, comme ça, un discours à Athènes, où j'ai commencé par un texte grec. Et alors les gens étaient stupéfaits et j'ai malheureusement continué en français. Et là, ils n'ont plus compris vraiment. Et ils avaient la foi. Il n'y a pas besoin de comprendre. Vous aimez la Grèce? J'imagine que vous aimez beaucoup la Grèce. Oui, oui, j'aime beaucoup la Grèce sur le plan intellectuel, sentimental, culturel, mais puis aussi parce que j'ai navigué dans les eaux grecques, notamment en mer Égée. Je connais beaucoup d'îles grecques et en conséquence, j'ai été plongé en quelque sorte dans l'univers géographique et je mesure aujourd'hui le risque épouvantable que court l'Europe par sa frontière grecque
des îles de la côte turque, n'est-ce pas? Et la Grèce, ma mère, où le vin est si doux. Vous connaissez Musset? Je ne connais en poème tout entier que celui de... Tristesse? Oui, Tristesse. Parce que quelqu'un m'a dit qu'un jour... J'ai perdu ma force et ma vie et ma jeunesse et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. S'il me reste quelque chose au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. Alors j'aime beaucoup Musset, et j'ai retenu ce poème-là et quelques bribes d'autres poèmes. Mais... Et vous connaissez pas la verte Écosse et la brune Italie et la Grèce, ma mère, où le ciel est si doux? Ça, c'est les soirs de mai de Musset aussi. Oui. Mais on ne peut pas tout retenir, même si on a tout lu. Parce que je suis d'un temps où on lisait beaucoup, d'abord parce qu'on travaillait beaucoup. On vous obligeait à travailler, et comme les études étaient assez rudes, eh bien on se distrayait en lisant un peu de poésie. Alors, je parlais de la Grèce parce que vous aimez la langue, vous avez été un tribun plongé dans le chaudron, vous allez nous expliquer dans quelles circonstances, de la langue, de la parole publique. Vous aimez écrire aussi, je dois dire? Oui, non. Parce que vos mémoires sont écrites. C'est quelqu'un qui aime écrire qui a écrit ça. C'est vrai, mais c'était un travail, en l'occurrence, parce que mon mode d'expression est beaucoup plus verbal que scriptural. Verbomoteur, comme on dit maintenant. Et malheureusement, ça laisse moins de traces. Verba volante. Scripta manent, dit-on. C'est pourquoi d'ailleurs, figurez-vous, je vous avais apporté la revue, le Nouveau Conservateur, la dernière fois que vous m'avez invité à déjeuner, un jour très gentiment, et vous avez eu des mots de miel, en fait de miel, pour cette revue, en disant très gentiment qu'il était très bon que encore des Français réagissent. Je ne sais pas si vous êtes conservateur, pour moi, oui, beaucoup. Enfin, oui. Culturellement, vous aimez l'héritage, votre héritage intellectuel et culturel. Le titre a de quoi me séduire, oui. C'est Chateaubriand. Je sais que maintenant, c'est la mode de conspuer les conservateurs, et tout le monde se veut progressiste quand ils n'osent pas dire qu'ils sont communistes. Et vous savez, on me dit quelquefois, il n'y a plus rien à conserver. Vous êtes conservateur, mais il n'y a plus rien à conserver. Or, c'est faux. Il y a beaucoup de choses à conserver. Tout. L'essentiel est à conserver. Et les modifications, les petites touches que nous pouvons à nos générations apporter à cet ensemble sont dérisoires par rapport à l'ensemble. Oui. Et d'ailleurs, être conservateur, c'est reconnaître que d'autres générations ont vécu avant nous et nous font bénéficier de leur expérience. Oui. Et de leur production. Je vais vous lire une phrase. Je ne vous dis pas qui c'est. Ça pourrait être vous d'ailleurs, mais ce n'est pas vous. Contrairement à la gauche, nous avons l'humilité d'accepter le monde que les anciens nous ont transmis et de choisir de le sublimer plutôt que de vouloir à tout prix s'en défaire ou même le détruire. C'est Maurras, non? Pas tout à fait. Caxotte? C'est très proche de vous en tous les cas. Mais non, c'est Éric Zemmour. Mais on a dit qu'on ne parlait pas politique, mais président. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Non, mais je ne veux pas du tout vous piéger. Je n'ai pas envie de parler politique avec vous. Oui. On en a un peu assez. On l'a déjà fait beaucoup. Vous l'avez fait beaucoup. Mais je reviens à la langue. Voilà une chose qu'il faut conserver. Et quoi d'autre? Il faut conserver la langue, il faut conserver les paysages, il faut conserver notre culture, il faut conserver notre manière de vivre. Oui, mais il y a beaucoup de choses à conserver, n'est-ce pas? Pour la langue, par exemple, oui. On ne peut la conserver qu'en étudiant, en travaillant. Oui. Moi, je me souviens que quand j'étais au collège chez les Jésuites de Vannes, à Saint-François-Xavier, on apprenait par trimestre 400 vers français, 200 vers latin, 100 vers grec.
ça constituait en quelque sorte la base. Et on les apprenait par cœur, enfin on était censé. Évidemment, il n'y avait que les têtes de liste qui arrivaient à sortir ça convenablement pendant les interrogations, mais enfin, tout de même, il y avait l'effort, le travail. C'est le travail de la même manière que j'écris, moi, la plume à la main. Oui, je sais. Et comme un travail. Et je crois qu'un des traits qui oppose le grand politique au politique médiocre, c'est justement la mémoire. Je suis sidéré par l'absence de mémoire de certains personnages, et vous en avez beaucoup. Oui, mais là aussi, la mémoire, ça se travaille. Ça se travaille. Bah, écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Un de vos grands amis, dont nous reparlerons, le général de Gaulle. Mais vous dites des choses jolies sur le général de Gaulle, en ayant des reproches à lui faire. Mais raconte que son père, Henri de Gaulle, qui était professeur d'histoire d'ailleurs, c'est pas rien, obligeait ses enfants à apprendre certaines pages à l'envers, ce qui est un exercice incroyable. Ça se faisait encore à la fin du 19e, pour exercer la mémoire et que seule la mémoire soit en scène, évidemment, parce que le sens n'apparaissait pas à l'envers. Bien sûr. Et aujourd'hui, la mémoire s'est évaporée. Oui, parce que ce qui s'est évaporé aussi, c'est l'obligation de travail. Oui. À la vérité, le travail est considéré. Tout se passe dans notre pays comme si, après la libération, on avait pris le contre-pied de la devise de Vichy, travail, famille, patrie, en faisant de chacun de ces concepts un adversaire qu'il fallait combattre. Illustré à moitié par Vichy, d'ailleurs, la phrase toujours du général de Gaulle, je ne vais pas vous en parler sans cesse, rassurez-vous, mais à propos de travail, famille, patrie, je veux bien, j'aime les trois, mais dans la bouche du maréchal, c'est bizarre. Le travail, il n'a jamais rien foutu. La famille, il n'en a pas. Quant à la patrie, il a foutu au boche. C'est cruel, c'est cruel. C'était très sévère. C'était une phrase de Gaulle qui a été sévère. Un langage de combat. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Alors, vous faites référence souvent, et ça me fait plaisir d'ailleurs, parce que c'est très beau, votre enfance. Elle est très belle. Elle est âpre, dans un milieu âpre, où le travail est omniprésent. L'amour aussi, d'ailleurs, l'amour de votre mère. Enfin, je crois que vous avez eu de temps en temps... c'est Marion qui m'a raconté ça, que de temps en temps, avec votre mère, il y avait des... Il y avait des étincelles. Oui, des étincelles. Oui, c'est normal. J'ai hérité d'une partie de son tempérament, quand même. Oui, je crois. Oui. Et les Bretonnes sont des femmes qui n'hésitent pas à affirmer leurs convictions. Bretonne de la terre, alors. C'est une paysanne, de famille paysanne. C'est une paysanne, tout à fait. Et je suis d'une famille d'agriculteurs depuis que j'ai remonté, au moins jusqu'au XVIIe siècle, sauf mon père et mon grand-père, qui étaient tous les deux patrons-pêcheurs. Voilà. Mais votre père a même été capornier, je crois. De la terre à la mer, ce qui n'est pas étonnant, parce que je vous rappelle que la devise de la Trinité-sur-Mer, où je suis né, en breton, sa devise bretonne, c'est « Arndoir, Armour », sur terre et sur mer. Et c'est vrai que la géographie de ma région, peut ressembler à une main, n'est-ce pas? Ce sont des terres profondément pénétrées par la mer. Et on baptise d'ailleurs quelquefois cet élément géographique du nom de rivière. Par exemple, à la Trinité, il y a la rivière de Crac. Or, dans la rivière de Crac, il n'y a pas d'eau douce. Elle a 4 ou 5 kilomètres de longueur, mais il n'y a que de l'eau de mer. Donc c'est la mer. Mais on appelle ça rivière quand même. Bon, rivière de Vannes aussi, rivière de... Bon. Alors, donc, je parle de votre mère. Je vais vous parler de votre père aussi. C'est plus douloureux. Ça m'a l'air d'être un fameux personnage d'ailleurs, parce que capornier, marin. Il a fait une incursion à Paris, il a été serveur au Crillon. Ça m'a amusé d'apprendre ça. En queue de pie. Il a été garçon au Crillon. C'est ça. Et un jour, nous dînions au Crillon, et j'ai eu l'occasion de dire au maître d'hôtel, vous savez, mon père a été garçon au Crillon. Et il est parti, il est revenu, il a dit, le champagne est offert par le personnel. C'est très beau.
C'est magnifique. Oui. Mais alors, votre père n'y est pas resté, ça lui a pas plu, la vie à Paris. Il a voulu redevenir marin. Il y est resté plus d'un an ou deux, et ça lui avait donné tout de même un peu le chic parisien, ce qui faisait que, à la Trinité, que les patrons pêcheurs, le dimanche, avaient des bleus de chauffe repassés, frais, neufs, souvent. Et mon père, lui, était en par-dessus cravate et chapeau. Ça le diffait. Il était un patron pêcheur comme les autres, mais il était habillé chic, comme un Parisien. Oui. Vous l'avez beaucoup aimé. Oui, mais je vous rappelle que je l'ai perdu, j'avais 14 ans. 14 ans, à peine 14 ans, c'était le mois d'août, je crois, et vous veniez d'avoir 14 ans. Oui, et de surcroît, il faut savoir que les marins sont des gens qui sont absents de chez eux. C'est ce qui donne d'ailleurs aux femmes cette importance dans l'éducation. Et quelquefois les virilise elles-mêmes face à leurs responsabilités, je dirais, de disciplinaires à l'égard d'enfants qui peuvent quelquefois être rebelles. C'est bien votre cas. Mais peut-être que vous êtes rebelle aussi parce que vous allez chercher, faute d'avoir eu votre père après 14 ans, vous allez peut-être chercher l'autorité. Vous allez jusqu'au point où quelque chose se dressera devant vous pour vous arrêter. Ce qu'on attend d'un père, en règle générale. C'est la psychologie de comptoir, mais je pense que ça a compté. Oui, mais c'est vrai seulement. Moi, mon adolescence a coïncidé tout de même avec une période extrêmement troublée, qui était la guerre. Et oui, 42. Il est mort en 42, août 42. Et j'ai 16 ans lors de la libération. Par conséquent, qui, comme son nom l'indique, supprime un certain nombre de contraintes. Et donc j'ai eu une jeunesse un peu anarchiste, si j'ose dire. Et très, très marqué par la guerre, puisque vous étiez près de Lorient, qui était un grand centre, le principal centre-port allemand, enfin, qui était envahi par les Allemands, occupé par les Allemands, une base sous-marine. Très important. Et vous entendiez les bombardements. Et qui a été entièrement détruite en 43, en 2 bombardements incendiaires. Dès janvier 43. 43. Très tôt. 22 janvier ou 23 janvier. Absolument. C'est une des premières villes françaises qui a été complètement détruite par un bombardement incendiaire dont l'objectif était évidemment de chasser les travailleurs de l'arsenal qui travaillaient pour les Allemands, bien sûr. Mais comment auraient-ils vécu autrement qu'en travaillant? Bon. Donc, même quand ils étaient communistes, ils travaillaient. Beaucoup sont morts d'ailleurs. Ils travaillaient peut-être plus pour les Allemands qu'ils n'avaient travaillé avant la guerre pour la défense nationale. Les communistes, au début, ils travaillaient ardemment pour le succès de l'Allemagne, ça c'est sûr. Bon. Alors, attendez, beaucoup sont morts. C'est intéressant ces bombardements qui ont fait beaucoup de mal à tous les ports de l'Ouest, oui, mais de Bordeaux jusqu'au Havre. Ce bombardement incendiaire n'était, enfin, il y a eu un bombardement lourd allié qui était pour détruire la base sous-marine, des bombes qui ont fait, je crois, des bombes jumelées de 6 tonnes, mais qui n'ont pas réussi autrement qu'à égratigner une base sous-marine dont les parois faisaient 7 mètres d'épaisseur. À cela dit, là aussi, la partie n'était pas jouée, puisque à partir du moment où les avions britanniques avaient la possibilité de retour, n'est-ce pas, le rayon d'action, eh bien, ils attendaient les sous-marins à la sortie, et quand ceux-ci étaient obligés, de par la profondeur des eaux attenantes à la Bretagne et devant l'Orient, eh bien, ils les coulaient en semi-plongée ou même en surface. Donc. Et la base sous-marine de l'Orient a eu de lourdes pertes. Et humaines aussi. Comment? Et humaines aussi. Bien sûr. On ne connaît pas assez les dégâts terribles. Je crois que ça se compte par dizaines de milliers de morts, et à la Libération encore plus. Je crois que morts sous les bombardements américains et anglais. Je crois, oui, c'est ça, pas loin de 100 000 civils qui sont morts dans les bombardements. Et par fait de guerre en général. Saint-Nazaire, Nantes, Lorient, Brest, et la Bretagne là a payé lourd, a payé cher. Oui. Mais ça a été ce cas de Cherbourg, etc.
des bombardements alliés, surtout à partir du moment où les Américains ont apporté leurs vagues d'avions innombrables. Je me souviens d'un jour avoir assisté comme ça à un bombardement où j'ai vu 6 avions touchés et par les parachutes qui s'ouvraient. Avant que le premier n'ait touché terre, le 6e était touché en l'air. Mais c'était par centaines et par milliers. Le ciel, on ne voyait pas les vagues d'avions qui allaient attaquer notamment le front de Normandie, au moment de la bataille de Coutances, etc. Vous avez vécu une partie de votre jeunesse à l'aune de la guerre, en réalité. Bien sûr. Expliquez beaucoup de choses. Et Vous savez, je peux le dire, mais sans aucune forfanterie, mais j'étais un résistant de 14 ans, puisque mon père avait, avant de mourir, enfin, pendant la guerre, il avait gardé à la maison un fusil Lebel et un pistolet, ce qui en zone interdite était généralement faisait condamner à mort. Et quand mon père est mort, ma mère a dit on va se débarrasser de ces armes, c'est trop dangereux. J'ai dit non, on les garde, il n'y a pas de problème. Et comme j'étais déjà quand même le petit homme, à 14 ans, à 14 ans, vous deveniez chef de famille. J'étais le petit homme de la famille. On a donc gardé ces armes, encore une fois, je vous rappelle, en zone interdite. En zone occupée. Zone occupée, mais interdite, spéciale. Stratégique, oui. Stratégique, c'était le long de la côte, où les règles étaient encore plus sévères. Voilà, je le dis, c'est comme ça. Mais... Je reviens à la mort de votre père. D'abord parce que vous y consacrez de très belles pages dans vos mémoires. C'est poignant, la façon dont il est mort, gelé de froid, parce que son bateau avait sauté sur une mine. Oui. Et vous en avez eu le récit 2 ou 3 jours après sa mort par un rescapé. Par le rescapé. Raconte ça par le Legovic qui lui a survécu. Et vous écoutez ça tétanisé, et vous avez perdu votre père. Réflexe de votre mère d'ailleurs, qui est en pleurs pendant longtemps. Elle agrandit le jardin, c'est un réflexe de terrien, ça, pour pouvoir planter, parce que se pose la question, c'était pauvre en réalité, se pose la question de la survie finalement. On ne se souvient pas, parce qu'on ne se souvient heureusement pas des mauvais souvenirs. La pénurie alimentaire était terrible. Moi, quand j'étais au collège, où évidemment nous étions contraints à la discipline et à l'interdiction des colis qu'avaient décrété les jésuites à partir du moment où ils s'étaient aperçus qu'il y avait certains élèves qui recevaient beaucoup de choses, en particulier du Finistère, plus riche que le Morbihan, pour maintenir une égalité de tous les élèves, eh bien, les colis étaient supprimés. Et on vivait, moi j'ai fait des repas de rutabaga cuits à l'eau. Votre mère, après la mort de votre père, a dû être couturière, faisait des ménages de temps en temps. Je parle même pas pendant la guerre elle-même. Je me souviens, moi encore avant. J'avais des engelures avec le froid, il n'y avait pas de chauffage bien sûr, des engelures infectées. On me voyait les os des doigts dans les plaies béantes. Quand on faisait les pansements, c'était assez impressionnant. Mais bon, on a survécu tout de même. La vie a quelque chose de âpre, et peut-être que si nous ne sommes pas compris des plus jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne le savent pas, ça. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on a manqué dans sa jeunesse, ça m'est arrivé moi aussi d'ailleurs, et qu'on était tout juste, et que la vie était difficile, qu'il fallait travailler, qu'il fallait se colter avec des difficultés dont ils n'ont absolument aucune idée. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne comprennent pas ce qu'on porte nous-mêmes, politiquement. Oui, mais la vie est tellement différente. C'est même ce qui est extraordinaire, c'est qu'on puisse être compris par des gens qui se sont élevés et ont vécu dans des conditions incommensurablement plus favorables, plus agréables que celles que nous avons connues. Et donc, quand on leur parle de rigueur, d'effort, on les enquiquine, quoi, parce que c'est pas dans leur univers. Oui, c'est vrai. Ils ne comprennent pas. Mais il y avait dans l'éducation de cette époque une notion de compétition.
le travail était en quelque sorte exalté par la rivalité personnelle. Parce que les classes étaient généralement divisées en deux et on avait son adversaire. Et moi, le mien était un garçon que j'ai retrouvé un jour à la Légion, Jean Boé, qui a fait, je crois, Polytechnique ou quelque chose comme ça. J'étais bon en version, il était bon en thème, lui. Voilà, nous partagions. Parce que les versions et le thème, il y avait une version hebdomadaire. Vous avez beaucoup travaillé sur tous les plans. Entre autres, ça c'est... Vous parlez souvent des jésuites de Vannes, pas toujours en bonne part, mais vous leur devez beaucoup quand même, une éducation, une culture. Je dois reconnaître qu'il y a deux milieux que j'ai supporté mieux que les autres, parce que il y régnait une égalité, en quelque sorte, de discipline, aussi bien des maîtres que des élèves. Ce sont les jésuites à Vannes et la Légion étrangère. Deux milieux où je n'ai jamais été choqué par l'injustice des situations. Les situations, les disciplines et les hiérarchies étaient méritées. Je revenais vers les jésuites, vous m'avez entendu arriver avec sur mes petits souliers ou mes gros sabots. La foi, vous l'avez perdue un peu à cause d'eux, vous ne l'avez pas perdue. Vous avez été un peu rebelle aussi vis-à-vis de l'institution catholique. Vous êtes catholique. Non, je dois dire que j'ai subi un choc assez violent, oui, qui était d'ailleurs en comparaison avec l'adhésion sentimentale et culturelle que l'on avait pour les maîtres de cette époque, quand exclu d'un collège où j'étais peut-être trop indiscipliné. C'était plus les jésuites, là, parce que les Allemands avaient réquisitionné c'était dans le golfe du Morbihan. Ah oui. C'était le lycée, le collège Saint-Louis de Lorient, mais réfugié dans l'île de Berder, dans le golfe du Morbihan. C'est beau. Magnifique et extrêmement poétique. Et donc, j'ai évidemment, un jour... Il était turbulent et on voulait se débarrasser de vous. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai été mis à la porte d'une façon odieuse. C'est-à-dire que le supérieur m'a dit, mon pauvre enfant, il faut que vous rentriez à la maison parce que votre maman est morte. Alors j'ai pris mon vélo, j'avais un vélo, je suis arrivé, j'ai vu ma mère. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, tu n'es pas morte. Elle m'a dit, non, tu vois bien que... Et elle-même, qui allait à la messe tous les matins et au cimetière tous les après-midi, eh bien, elle en a été tellement choquée que quand le jeune vicaire, le jeune ecclésiastique venu expliquer la chose à ma mère, elle n'a même pas voulu l'entendre, elle l'a mis à la porte. Voilà. Et votre foi s'en est trouvée un peu atteinte. Ah oui, tout de même. Ce mensonge, cet énorme mensonge de choc psychologique et sentimental que ça avait provoqué, j'ai perdu confiance dans l'organisation. Et à partir de là, bien sûr, je me suis dit, mais si les porteurs de cette nouvelle sont contestables, est-ce que la nouvelle elle-même s'impose? Et pourtant, vous m'avez dit, lorsque nous nous sommes vus, lorsque vous m'avez reçu pour déjeuner au mois d'août, vous m'avez dit, et pourtant, comment ne pas croire quand on regarde la splendeur de l'architecture, je ne vais pas parler de grand architecte, Dieu merci, mais de cette architecture. Ce que j'ai perdu en foi, je l'ai gagné en espérance. Voilà. Vous priez? Il m'arrive de le faire. Il vous arrive de prier? Et il m'est arrivé de le faire dans des circonstances quelquefois dramatiques. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on est porté à prendre des précautions. C'est l'essentiel, vous savez, pour être chrétien, il suffit de prier, aller à la messe. Oui.
Mais dites-moi, je sais que je ne suis jamais allé au BBR parce que j'appartiens à un autre univers politique que le vôtre, je suis plutôt gaulliste. BBR, c'était la grande fête du Front National et vous étiez à votre affaire, parce qu'on y reviendra peut-être dans une autre conversation, vous aimez aussi la fête. Mais les BBR commençaient par une grande messe. Absolument. Et il y avait aussi un office protestant, ce qui prouve votre tolérance. Vous êtes un grand libéral, en réalité. On ne vous voit pas comme ça, mais vous êtes très libéral. J'avais voulu que c'est les gens qui venaient souvent de loin, d'ailleurs, hein, de toute la France, pour assister à ces fêtes du Front National, eh bien, puissent remplir leurs devoirs religieux sur place, en quelque sorte. Et ça, la messe et l'office protestant faisaient partie des BBR, ce qu'on appelait les Bleus, Blancs, Rouges, qui était une fête qui réunissait des milliers d'adhérents, de sympathisants. Et ça, c'est un peu culturel. Il y a quelque chose de plus important. Vous disiez que vous aimiez le ciel, les étoiles, réfléchir à l'ordonnance de l'univers avec admiration, et que vous priez devant cette création. Vous aimez les arbres, vous aimez la mer, vous aimez la nature telle qu'elle est, à passion. Notre monde ne peut plus voir les étoiles. Dans les villes, dans la plupart des villes, qui sont tellement illuminées, on ne peut pas voir le ciel. Pour voir le ciel, il faut être déjà un petit peu en mer, ou même dans la campagne. Et en effet, c'est réfléchir à cet univers immense dans lequel la Terre était un satellite d'une petite étoile, d'une galaxie qui en compte des milliers et des centaines de milliers. Ça laisse songeur. Ah oui, en effet, cette immensité à la fois interroge et inquiète. Oh, peut-être qu'on l'admire, tout simplement. C'est la voie de... C'est la fin des livres de Brasillac. La mort ni le soleil ne se regardent en face. J'ai essayé pourtant. Et il dit, c'est la prière. C'est par la prière que j'ai réussi à attendre le moment. Vous savez qu'il est fusillé à l'âge de 35 ans, c'est ça? Et donc, justement. Son livre, que j'ai édité d'ailleurs en disque, c'est Poèmes de Fresnes, qui sont dits par Pierre Freinet, et qui sont ce livre, qui a été un de mes livres de chevet, je dois dire. J'avais été profondément impressionné par la mort de qui est encore en pleine guerre. Hein, il est fusillé en 45, mais début 45. La guerre n'était pas finie. La guerre n'est pas finie. Et c'est une réflexion, vous revenez à l'aspect politique des choses, mais c'est aussi une réflexion sur la mort. Sur la mort et sur la mort d'un homme jeune. Et d'un intellectuel. C'est moins terrible. D'un poète. C'est moins terrible quand on est moins jeune, la mort? Oui, puis quand les gens qui meurent sont des hommes d'action, qui ont pris des risques, etc., de façon claire. C'est le risque. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des intellectuels qui sont à l'écart des choses matérielles et brutales, en principe. Bien, merci beaucoup pour cette première conversation, Jean-Marie Le Pen. On se retrouve très vite. Avec plaisir. Merci.